Hola tout le monde, c'est Aladin. Dans cette vidéo, vous allez voir la réalisation de mon portail coulissant de 6 mètres de long en acier massif plein de 300 kg et c'était pas une mince affaire de faire ça tout seul. Et pour m'aider à faire ce projet, j'ai la marque Evolution Power Tools qui m'a envoyé leur dernier bébé, cette scie à onglet pour métaux. C'est vraiment la première tronçonneuse à métaux qui a cette forme-là. C'est exactement le même principe qu'une scie à onglet pour le bois, mais cette fois-ci avec un disque spécial métaux. Il existe déjà plusieurs tronçonneuses à métaux sur le marché avec cette lame-là d'ailleurs, mais sauf que quand on veut faire une coupe avec un angle, c'est l'étau qui bouge et donc forcément c'est toute la pièce de métal qui doit bouger. Ou alors on doit faire bouger le socle de la scie. Alors que là, le socle ne bouge pas, la pièce qu'on met dessus ne bouge pas et c'est simplement ici le petit plateau tournant qui va donner l'angle. Et à 90 degrés, on peut faire des coupes dans du 120 par 120, donc ça laisse quand même une grosse capacité. Et ils m'ont également envoyé leur perceuse magnétique. Ça, c'est super pratique pour deux raisons. Soit quand la pièce est beaucoup trop grosse pour être amenée directement sous la perceuse à colonne, ou alors quand on veut utiliser ce type de fraise. Mais en fait, ça permet simplement de faire des trous assez gros dans l'acier. Là, j'ai ce qu'il faut pour faire des trous de 12 mm à 22 mm. Et là, sur les photos, on voit la perceuse qui est posée de manière verticale. Mais on peut également faire des trous horizontaux. Si par exemple, on a une structure qui est déjà en place avec un poteau à la verticale, on peut très bien prendre la perceuse, la mettre à l'horizontale et comme ça avoir assez de force pour percer plutôt que de faire des trous à la main. On est beaucoup plus précis et surtout beaucoup plus fort vu que c'est le même système qu'une perceuse à colonne. On va commencer par déballer ça et ensuite on déballera la scie à onglet. Donc elle s'appelle la Evomag 42 pour 42 mm. Elle est livrée dans une grosse caisse plastique comme ça. On ouvre. Alors ici on a un manuel d'utilisation. Là ce sont les trois poignées pour descendre justement le mandrin. On a de quoi l'assembler parce que je pense que quand on la pose à l'horizontale ou encore pire en l'air, il vaut mieux la sécuriser en plus parce qu'en fait l'aimant est électrique, donc s'il y a une panne de courant d'un seul coup la perceuse peut tomber. Ça c'est pour mettre de l'huile de coupe, comme ça on peut lubrifier en même temps. Ici qu'est-ce qu'on a? Alors on a des clés à laine, clés de mandrin. Hop. Ah, c'est cool, ils nous ont inclus un mandrin 13 mm. Oui, c'est bien ça, ça va jusqu'à 13 mm. Donc on peut également mettre des forêts classiques. On n'est pas obligé de mettre seulement ces fraises-là. Donc ça, c'est cool. J'ai installé ici le petit réservoir à huile. J'ai commencé à regarder un peu comment ça fonctionnait. Et j'ai vu qu'avant d'installer mes fraises à carotter, je dois mettre un petit forêt centreur, un petit éjecteur qui va jeter la pastille que va créer justement ma fraise. J'ai pas ça sous la main, donc malheureusement, je peux pas encore la tester. Mais on y reviendra un peu plus tard. J'interromps rapidement cette vidéo pour vous parler du sponsor d'aujourd'hui, YFood. YFood est une entreprise dont la mission est très simple, c'est de permettre à tout le monde d'avoir accès à une alimentation saine, rassasiante, n'importe où et rapidement. Leurs produits existent sous trois formes, ici en bouteille 500 ml, également en 330 ml. L'emballage est 100% recyclable et climatiquement neutre. Ça se trouve également sous forme de barre ou bien en poudre. Les bouteilles contiennent tous les nutriments d'un repas complet avec des super macros, niveau prot, glucides, lipides, c'est top, ainsi que 26 vitamines et minéraux, idéal pour tous ceux qui doivent parfois manger sur le pouce. Comme on disait nous à l'armée, manger au lance-pierre. Ça existe en 6 goûts différents, tous super bons. Moi mon préféré c'est le café cold brew, ça a le goût d'un vrai café glacé et en plus de ça il y a un peu de caféine donc ça donne un petit coup de fouet. Avec les bouteilles de 500 ml, vous êtes parti facilement pour 3 à 5 heures de satiété. Concernant les bars, il y a 5 goûts, pareil, ils sont tous délicieux. Chaque bar fait 60 grammes et ça rassasie facilement pour 2-3 heures avec des bonnes calories. Il y a également 25 vitamines et minéraux dans chaque bar. En ce qui me concerne maintenant, j'embarque toujours leur bar dans mon sac de tournage. Imaginons que je parte sur un mariage toute la journée, parfois le repas du midi il saute et je suis bien content d'avoir ça au lieu d'aller dépenser mon argent dans des bêtises hyper caloriques. Évidemment, les bars comme les bouteilles sont Nutri-Score A, ça se conserve 12 mois et vous avez même pas besoin de les stocker au froid, donc vous pouvez très bien en laisser dans la voiture. Les frais d'expédition sont offerts pour toute commande supérieure à 25 € et vous avez 10% de réduction sur vos commandes avec le code Aladin-YouTube. Le lien est en description. Maintenant, retour à la vidéo. Maintenant, je passe à l'ouverture de ce gros bébé. Là, ils ont vraiment pas fait semblant. Ça pèse plus de 30 kg. Voyons voir ces serre-joints balèzes. C'est une grosse tige filetée avec ici un serrage rapide. Ça, c'est top. Ici, on a les morts qui viennent presser toutes les pièces qui sont à plat. Avec ici, ces deux petites billes qui viennent en fait s'effacer. Elles sont montées sur ressort. Ça respire vraiment la bonne qualité, ça. Le packaging est quand même super top, hein. Avec ce polystyrène qui est moulé pour garder les pièces comme il faut à l'intérieur. Comme ça se balade pas. Voilà, donc on fait glisser cette pièce-là sur les morts. Et maintenant, ici, on a un petit V qui va nous permettre de serrer des tubes ronds, par exemple, ou un tube carré, mais qu'on va couper en losange. C'est-à-dire, on le met pas à plat, on le met comme ça. Ce mort-là va nous servir dans ces cas-là. Et là, on a le bras qui va nous servir justement à presser nos pièces de manière horizontale. Alors, on va avoir un peu de travail de montage parce qu'en fait, elle arrive démontée tellement elle est énorme. Donc, il va falloir installer le moteur sur sa base. Ici, on a un serre-joint en plus, pareil, qui est assez costaud. Ici, par exemple, je peux descendre rapidement. Et ensuite, pour desserrer, j'ai juste à appuyer, clac, et je lève.
bien pratique. Ça, c'est un petit stabilisateur qui vient se mettre à l'arrière des rails pour pas que ça bascule. Ça, c'est les bras justement pour mettre les serre-joints horizontaux, pour presser notre pièce comme ça contre ce lead. Et en fait, ça va s'adapter en hauteur. Ici, on se met les petits serre-joints, on déferme comme ça. Là, on desserre. Ce qui est cool, c'est que ces deux serre-joints-là se mettent partout. Donc, par exemple, si jamais je veux faire une petite coupe et je peux pas mettre le serre-joint après, je peux en mettre deux avant, par exemple. Et si je veux encore plus de sécurité, je prends celui-là. À l'arrière, on a un bon grip ici. Et on peut se mettre là. Et à l'arrière, on a 5 réglages ici pour vraiment se mettre au plus près de la pièce à serrer. Et normalement, avec 3 serre-joints, on est super sécure. Et donc, ce lead, il va se régler en hauteur. Si je veux serrer une toute petite pièce, je reste en bas. Mais si je veux en serrer une grande, hop, je lève et écoutez les petits clics. C'est tellement bien pensé, ça. Et la manière dont marche ce clic, c'est justement parce que ici, on voit qu'il y a des petites billes. Avec ici une petite vis, si jamais on veut la faire ressortir ou la faire rentrer. Je pense que c'est pour gérer la friction. Et en plus, ils nous ont mis ces petites vis papillons là pour verrouiller une fois qu'on a trouvé la bonne position. Le plateau ici a tous les angles les plus courants. Il a évidemment le 45, il a le 30, le 22,5, le 15, le 0. Et on a pareil de l'autre côté, 15, 22,5, 30 et 45. On va regarder les réglages d'usine, voir le 0 s'il est bon, le 45, etc. Et si jamais il n'est pas bon, on peut tout simplement dévisser ici les petites vis. On va bouger cette réglette jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat. On va insérer le moteur à l'arrière. Oh, ça pèse lourd. Alors, on va s'aligner. Voilà. En plus de ça, c'est monté sur roulement à billes. Et regardez, si je la mets en arrière, elle bascule. C'est bien pour ça que ils nous ont mis ce stabilisateur là. Donc même si elle est montée sur un rail, elle n'est pas faite pour être utilisée comme une scie radiale. Hop, ça c'est pour la maintenir déverrouillée. On choisit son réglage et on verrouille. On veut bouger, on tire, on pousse, ça bloque, etc. Hop. Et ensuite, on met les deux petites vis. Ici, c'est un petit rappel pour le réglage. En gros, si on veut couper une toute petite pièce, on met le moteur le plus à l'arrière possible. Ici, il y a la croix, et ici, il y a la flèche verte. Dès qu'on veut couper une pièce moyenne, par exemple ici, c'est une cornière qu'on a mis avec la pointe en haut, on va régler le moteur au milieu. Et dès qu'on veut couper une grosse pièce, on met le moteur en avant. Evolution m'a envoyé 2 lames. Cette lame ici, multimatériaux, et une lame spéciale pour l'acier. Un grand bébé de 355 mm, 66 dents. Ici, on a le petit rangement pour la clé qui nous sert justement à faire les changements de lame. On peut remettre ça également. Je décide maintenant de créer un socle pour cette scie qui sera sur roulette et pile à la même hauteur que l'établi pour que j'ai du soutien quand je coupe des longues pièces. Je sais que j'ai pris plusieurs minutes à présenter tout ce matériel, mais je pense que c'est important pour quelqu'un qui cherche une solution pour couper de l'acier. Sur le YouTube français, il n'y a pas énormément de contenu sur cette machine et je pense que c'est important de se renseigner avant de se lancer sur ce genre d'achat. Bon, les ajustements sont nickel, hein. Franchement, il n'y a rien à retoucher. J'ai checké mes diagonales, c'est parfait. Ils ont sorti dernièrement ce petit accessoire magique là. Regardez, on a juste à l'approcher de l'acier onglé parce qu'il y a pas mal de copeaux. Hop, je l'approche. En un mouvement, je ramasse tous les copeaux, tout ce qui est métal. Là, regardez, hop. Ça ramasse tout. Je m'approche au-dessus de ma poubelle. Il me suffit de tirer et ça fait tomber tous les copeaux. Vraiment pratique ce truc-là. On passe la baguette magique. Ça ramasse absolument tout, partout. Hop. Il est temps maintenant de passer un petit coup de décapage sur tous ces tubes en acier. Je vais passer ces disques là qui viennent de chez Action, ils sont pas chers. C'est du grain 180. On va voir à quelle vitesse ça enlève ce genre de rouille. J'ai pas besoin de le décaper à fond, juste besoin de récupérer un peu l'acier avant de mettre une peinture noire par dessus. Je vais tester avec le tube le plus dégueulasse là. Ça va super vite, ce résultat me suffit amplement moi. Faudra juste mettre un bon masque pour se protéger les voies respiratoires. Bon, il était temps que je change les consommables sur ma torche. Du coup, j'ai racheté tout ce qu'il fallait. Donc on a ici les buses. Voilà ce qui a été devenu celle-ci. Les supports de tubes contact. Voilà ce qui la donne un support neuf. Bon, encore ça, je pense que ça se nettoie et ça se récupère. Mais bon, ici, des tubes contact. J'ai acheté un paquet de 10 parce que c'est le consommable qu'il faut changer le plus souvent. Le diffuseur, ça c'est quand même fou. Les nouveaux sont noirs, ceux-là étaient blancs. Peut-être ça c'était de la céramique, je sais pas du tout. Bref, on change tout ça. J'ai acheté même du nouveau fil. Je vais faire un petit entretien sur le poste rapide. Vérifier les galets, etc. pour avoir des soudures propres. Je me suis même racheté ici un petit débitmètre, détendeur ou réducteur de pression. Appelez ça comme vous voulez. Parce que celui-là, ici, il était tout cassé, l'aiguille elle est même tombée par terre. Ça c'est les premiers prix, c'est ceux qui coûtent dans les 35-40 € et je trouve que c'est déjà cher pour ce que c'est. Après c'était sûrement réparable, hein, il me suffisait sûrement juste de changer ce mano là. Mais bon, autant acheter de la bonne cam, celui-là est beaucoup plus lourd. Il est made in France, et bon là on est sur 92 € avec une protection. C'est le genre de dépense qui fait chier, mais bon, vaut mieux le faire. Au moins je sais qu'il me reste de gaz dans ma bouteille et surtout je peux bien gérer le débit comme il faut. Je
Je viens de finir de souder le dessus et regardez en dessous l'ajustement. À quel point il est parfait. J'ai pas encore soudé, c'est nickel déjà. Donc là on voit que le long de la 47 degrés de la scie, même d'origine, est déjà top. C'est la scie est sur son meuble, je mettrai un petit coup de peinture plus tard. Là, ce que je voulais tester, c'était juste ça. Voilà, là, trop bien. Allez, comme d'habitude, moi, tout projet d'acier commence ici. Direction à tout faire, c'est ce que j'appelle la maison. On m'a préparé ma commande, ça y est. Donc là, on a les tubes en 100 par 50 par 2 mm d'épaisseur. Et on a également 6 tôles en acier galvanisé, 2 mm d'épaisseur. Déjà aux bonnes dimensions, donc comme ça, j'aurai pas à recouper les tôles. On va charger tout ça dans le camion plateau. L'arrimage est terminé. On a également mis les 4 rails de 3 mètres de long pour avoir 12 mètres. Ici, j'ai toute la quincaillerie, je vous la présente juste après. Je vous présente rapidement la quincaillerie qu'on va utiliser. On a une butée d'ouverture. Donc ça va se mettre par terre sur mon seuil au bout pour arrêter l'ouverture. Et ensuite, cette deuxième butée, je vais devoir la modifier. Celle-ci, elle va venir sur mon pylône de droite. Je dis droite quand on est à l'intérieur de la maison, donc à la fermeture. Je vais faire sauter le petit tampon. Je vais ajouter cette pièce à la place. Donc ça viendra ici. Et ça va servir à accueillir mon portail en position fermée et ça va l'empêcher qu'on puisse le soulever en fait. Ça va faire une butée anti-soulèvement. On a ici ma plaque guide. Celle-ci, c'est celle qui va aller au mur. Celle-ci, c'est celle qui sera face à nous. Et ça, c'est mes petites roulettes en téflon qui vont servir justement à guider le portail. Donc, il y en aura 4. Vu que le portail est long et assez lourd, je pense que ça fera pas trop d'en avoir 4. Et enfin, on a les roulettes. La marque, c'est Sofradef. Elles font 100 mm de haut. C'est pour accueillir un rail en U de 16 mm. Et elles prennent, je crois, 200 kg chacune. Donc, avec 2, ça fera 400 kg. Je pense que le portail fera quand même moins de 400 kg, je l'espère. Super joli, super quali. Le roulement au top. C'est parti, on va commencer à couper maintenant les tubes à proprement dit. Je vous montre un peu la longueur que ça fait. Autant vous dire que l'atelier ne ferme pas. C'est vraiment un grand projet. Peut-être un peu trop grand pour cet atelier, mais bon, ça me fait pas peur. Déjà, première question, est-ce que la scie va réussir à couper à 45 degrés un tube de 100? Ça, je sais pas du tout. Je pense que oui, normalement. On va voir. Je vous montre rapidement la qualité de coupe. C'est génial. Pour installer mes roulettes sous mon cadre, je vais utiliser ces inserts filetés de chez Celite. C'est aussi appelé des écrous aveugles. Je vais fixer ça avec de la visserie inox. On est sur du M6. Et là, je vais faire un test pour que vous voyez. Sur la boîte, il y a marqué qu'il faut passer au diamètre 9 mm. Ces écrous-là sont à tête réduite. Ça veut dire qu'en fait, sous la tête, c'est vraiment minuscule. Ça va permettre à ce que la roulette soit très proche du tube. Et si on veut que ce soit encore plus proche du tube, on peut tout simplement faire un mini fraisage que vous voyez là.
Et en fait, ça permet qu'ensuite les trous à sertir soient vraiment à fleur de mon tube. Pour sertir, on utilise cette pince-là. Elle n'est pas donnée, elle vaut dans les 200 €. On me l'a prêtée, mais sinon, j'avoue que j'aurais pas du tout l'usage d'en acheter une. J'en ai à peine 4 à sertir sur ce projet-là. Et pour quelqu'un qui fait ça toute la journée, je peux comprendre. Ça existe même maintenant en électroportatif, comme une visseuse. Voilà la pince. C'est là-dessus qu'on va visser notre insert fileté. C'est de la taille M6. Mais ici, comme vous voyez, on a toutes les tailles. Ça va de M3 à M8. Je l'enfonce ici et j'appuie. Voilà, ça a écrasé l'écrou. Maintenant, je sors ça. Là, vous voyez l'écrou, c'est bien écrasé contre l'acier. J'aurais plus qu'à mettre ma roulette et ma visserie ici. Pour faire les trous ici, surtout celui au diamètre 9, j'aime pas le faire à la main. La perceuse à colonne ici, ça va être inaccessible d'amener les tubes de 6 mètres là-bas. Du coup, c'est l'occasion de tester la perceuse magnétique. Je vais commencer par faire un trou à 5 mm et ensuite je passerai au trou final diamètre 9. Avant de démarrer la soudure, il était temps que je m'équipe vraiment comme il se doit avec une vraie tenue pour la soudure. Et donc j'ai Wurtmodif qui m'a envoyé une tenue complète, donc pantalon, veste et chaussures. C'est leur tenue multinorme, dont c'est fait pour la soudure. C'est retardant aux flammes, antistatique, protection contre les produits chimiques et contre les arcs électriques. Pareil pour la veste, on a les mêmes protections ici. Pour les chaussures, on a des chaussures en cuir avec ici une languette rabattable. Parce que même si on bosse avec des chaussures de sécu, moi ça m'est très souvent arrivé d'avoir des gratons qui tombent sur la languette, qui me crament la chaussette puis le pied. C'est vraiment pas agréable. Et même quand je suis habillé en manche longue à l'atelier, ça m'arrive très souvent d'avoir des gratons, des projections. J'ai déjà eu plusieurs marques sur le bras. Donc normalement avec ça, on est à l'abri. Une tenue comme ça protège également contre les UV parce que j'avoue que j'ai fait le malin parfois à souder les bras nus parce qu'il faisait trop chaud dans l'atelier. Et au final, j'ai eu les mêmes brûlures qu'avec des coups de soleil. Alors j'imagine même pas en vrai ce que ça donne sur la peau. Et un pantalon, ça protège des chaleurs parce que c'est très mauvais d'avoir une source de chaleur proche de son entrejambe. Et donc si j'ai envie d'avoir des futurs enfants, il faut absolument que je protège à tout prix ce qui se trouve entre mes jambes. Heureusement, jusqu'à maintenant, j'ai quand même un tablier en cuir. Mais je pense que le tablier plus cette tenue, là, on est bon. Voilà la tenue, j'aime beaucoup. Ici, on a les petits élastiques. Là, on a tous les petits logos qui rappellent les normes. Ici, on a les chaussures. Le logo Wurtmodif ici. On peut décoller, ça sent le cuir à plein nez, moi j'adore cette odeur. Non franchement elle est top, moi j'ai pris du L en veste, j'ai pris du M en pantalon, on se sent bien protégé, j'ai l'impression de mettre mon uniforme comme un pompier avant d'aller au taf, j'aime beaucoup. Vu que le portail est tellement grand, j'ai essayé de faire ça par terre dehors, mais c'est la merde, mon sol est pas du tout de niveau et du coup je pense que je vais faire ça en 2 morceaux. Donc là j'ai une première longueur avec une largeur, je vais déjà pointer ça, au moins ça je suis sûr que ce sera bien à 90 degrés. Ensuite je prends la deuxième longueur, la deuxième largeur, je refais pareil et ensuite j'essaie d'assembler les cadres et j'espère que ce sera plus simple de le faire une fois que j'aurai plus que 2 angles à assembler. Pour être sûr d'être vraiment à 90, c'est top. J'ai pris ici les broches avec ces butées là. J'ai fait pareil de ce côté là avec cette broche là et cette broche là. Et cet angle là est parfaitement à 90 degrés. J'ai même pas besoin de le contrôler. Regardez-moi cet ajustement, comment il est nickel ici grâce à la scie évolution. J'en viens à la partie compliquée, c'est le moment d'assembler les 2 L. Donc pour ça, je me suis servi de caisse là-bas et de tasseau ici pour caler le portail par au-dessous. J'ai mis des niveaux, je me suis assuré que le portail est de niveau sur tous les côtés. Là, là et là. Les ajustements sont parfaits. Regardez-moi cet angle. J'ai bien pris mes diagonales également. Les diagonales sont pareilles. Je me suis installé le poste dehors.
Aujourd'hui, ça y est, je m'apprête à installer le rail. Juste avant, je vais nettoyer un peu le seuil, parce qu'à force de faire les joints, on a des petites salissures comme ça, donc c'est parti. J'ai sorti le balai et la ponceuse à bande pour être sûr que le rail pose bien comme il faut sur le seuil. Bon, du coup, vu que ce pilier n'est pas droit et l'autre non plus, pour tracer l'axe de mon rail, je me suis mis à 7 cm de ce bord-là. Pareil, là-bas, j'ai fait un petit repère à 7 cm du pied du pilier. Et normalement, ça laissera à mon portail assez de débattement pour passer devant le pilier, sachant qu'il fait 50 mm d'épaisseur. Le rail, lui, fait 60. Ce que je devais prendre en compte, c'était l'épaisseur de cette platine ici. Mes roulettes ici me décalent du mur quoi qu'il arrive. Donc tout ça, c'était un peu à prendre en compte, à calculer. Et j'ai trouvé que 7 cm, c'était le meilleur compromis pour pas être trop décollé du mur, mais qu'on puisse quand même avoir à la fin un portail d'aplomb, parce que si le rail était un peu trop rentré, alors que la platine, elle, me décolle le portail, ça m'aurait fait un portail, hop, penché comme ça. Là, c'est parti avec madame, on va mettre un petit coup de cordeau pour avoir l'axe de nos rails. Ça y est, j'ai mon trait bleu ici qui va me permettre de placer mes 2 premiers rails. Et ensuite, j'aurai plus qu'à aligner les 2 autres. Pour fixer le rail, on va mettre ces chevilles à frapper. C'est de la 650 inox. Donc j'ai pris le perfo, mèche de 6. On perce et on aspire. Installation en cours de la platine guide. On va insérer les tiges filetées ici, également tout en inox. J'ai fait un pré 3-6 et ensuite je perce à 10 pour une tige M8. Ça y est, la butée d'ouverture est installée. J'attends que ça sèche un peu avant de serrer tout ça et recouper ensuite les tiges filetées. Maintenant, on va gérer la butée de fermeture qui va également servir de butée anti-soulèvement. On se retrouve avec cette platine-là et dessus, je vais y souder cette pièce-là qui viendra ici accueillir le portail. Et du coup, on va souder cette patte sur cette butée-là. Allez, je vais aussi vous montrer les conneries parce que bon, tout n'est pas toujours tout beau dans le bricolage. C'est soudé dans le mauvais sens. Ah, je suis vraiment dégoûté. Cette pièce-là, normalement, avec les pattes qui sont ici évasées, c'est fait pour servir d'avaloir. C'est fait pour accueillir le portail quand il y a un peu trop de vent. Ça vient le guider pour le mettre à fond dedans. Et en plus, ici, il y avait une pièce caoutchouc là qui sert normalement de butée pour protéger la peinture. Et j'aurais dû m'en douter en voyant. C'était vers le haut que c'était pas comme ça. Je suis déçu. Bon, ça arrêtait pas de me tracasser toute l'après-midi, donc j'ai décidé de tout de suite le disquer. Et je vais installer cette autre pièce là parce qu'en plus j'avais perdu le caoutchouc qui allait ici. Donc je peux pas simplement juste disquer ça et la retourner. Je le disque et je fais l'échange. Voilà, maintenant. C'est quand même un peu plus logique, hein. Là au moins ça fait pas de bruit quand ça ferme grâce au tampon caoutchouc derrière. Top. Allez, il est temps maintenant de percer mes tôles. Donc, je vais toutes les percer ici dans l'atelier. Ensuite, je vais les présenter sur le cadre et je reporterai mes trous. Donc les tôles, elles font 80 cm par 189 de long. Ici, sur les largeurs, je pense que 3 trous, ça suffira. Donc je vais mettre un trou à 2, un trou à 40 et un trou à 78. Je prends le petit feutre Wurt ici. C'est une pointe toute fine. On fait les marquages, ensuite pointeau et ensuite on perce à 4.
Ça y est, j'ai placé mes 3 premières tôles. Ici, avec les carres à combinaison, j'ai pu m'assurer d'avoir toutes les tôles qui sont bien alignées avec les mêmes espacements ici partout. Ensuite, quelques pinces, quelques serre-joints et maintenant c'est parti. Je vais renvoyer tous les trous dans le cadre. Ça y est, on a chargé les 6 tôles. On a également chargé le portail sur le plateau. Franchement, c'était pas une mince affaire parce que là, il est vraiment lourd. Avant de l'emmener en peinture, on enlève les roulettes. On range ça précieusement. Ça y est, le portail vient d'être déposé chez une entreprise de peinture spécialisée dans le traitement des métaux. Donc là, la première étape, ça va être le sablage. Donc là, on va asperger de sable pour vraiment le décaper. Ensuite, on va le tremper dans un bain de polyzinc pour le traiter, anti-corrosion. Et ensuite, thermolacage. Le thermolacage, c'est une peinture poudre qu'on va asperger partout. Et ensuite, on va l'amener dans un four. Et c'est la cuisson au four qui va faire tenir la peinture dessus. Pour installer les tôles, du coup, sur mon cadre, je vais utiliser ces rivets-là, encore des Cellite. Donc en aluminium, diamètre 4. Ma tôle fait 2 mm d'épaisseur et mon tube acier fait 2 mm. Donc en tout, j'ai 4 mm à serrer. Donc j'ai pris les longueurs 8. Comme on le voit, on peut serrer entre 3 et 5 mm. Du coup, mon peintre m'a donné cette tôle perforée pour que je lui présente tous les rivets. Comme ça, il y en a une centaine. Et il pourra les peindre directement. Donc je prépare cette plaque et je lui donne. Voilà le cadre en cours de sablage. Wow. On peut voir que mes soudures sont nickel quand même. Sur mes tôles également, ils ont fait un traitement polyzinc. Même si en soi, elles étaient déjà en acier galvanisé. Je leur ai également donné ma platine de lidage. Et ici, on a la croix occitane. Voilà la peinture, comment elle se présente. Si on voit ici le RAL Mars 25-25. Ça y est, waouh, la chaleur qu'il y a. Et c'est parti, ça part en cuisson. Ah, ça fait énormément de chaleur. L'entreprise de peinture s'appelle TSPI à Albi. Et même s'ils reçoivent principalement que du pro, ils accueillent quand même les particuliers. Donc si vous êtes dans le coin et que vous cherchez un travail de peinture, n'hésitez pas. Et je vous dis ça en toute honnêteté, c'est même pas une collaboration. De toute façon, même quand je collabore, je suis honnête. Mais là, c'est vraiment avec grand plaisir que je leur passe un petit coup de pouce parce qu'ils n'ont pas de réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous mets pas leur Instagram, mais super entreprise en tout cas. Ça y est, je viens de récupérer le portail de la peinture. Pour ça, j'ai appelé de l'aide aujourd'hui. C'est hors de question de faire ça tout seul parce que sinon on va le cogner direct, ça c'est sûr et certain si je suis avec madame. Merci Tony. Ça y est, on installe les tôles. Comme je vous ai dit, ils n'ont pas les rivets. Ici, on fait attention à prendre la bonne pince, la pince de 4. On insère ici, hop. Maintenant, pour parler un peu d'argent, on avait fait à la base quelques devis pour un portail de ce genre, dans les mêmes dimensions que celui que j'ai fait niveau largeur et hauteur. Déjà, la plupart des portails ne pouvaient pas monter à 1m75 comme le mien, certains s'arrêtaient à 1m50, et donc pour un portail en aluminium, on était à environ 6500 € pour un design très classique, et dès qu'on voulait un design un peu plus contemporain, moderne, on était à plus de 7000 €. Là, je vous montre que deux devis, mais j'en ai fait plusieurs. On était tout le temps entre 6 et 7000 € pour du 6 mètres de long. Maintenant, je vous montre le prix que coûtent les matériaux que j'ai utilisés. En plus, en ce moment, c'est les soldes. Donc pour les 2 roues en U à encastrer, on est à 40 €. Pour les 4 rails en acier pour avoir 12 mètres de long, on est à 126 €. La plaque de lidage, 43 €. Butée de portail sur platine, il en faut 2, ça fait 36 €. Pour mes tubes rectangulaires 100 par 50, épaisseur 2 mm, j'ai pris 2 barres de 6 mètres, on est à 148 €. Et ensuite, j'ai pris 7 barres de 2 mètres, là on est à 208 €. Et pour les 6 tôles en acier, on est à 482 €. Ça donne un total de 1277 €. Et si à ça, je rajoute mon code promo Aladin10, je descends à 1168 €. À ça, j'ajoute le coût de la peinture. Alors pour un sablage, polyzinc et thermolacage, on est à 800 €, ce qui nous fait un total d'environ 2000 € avec les rivets et autres, comparé aux 6-7 000 pour un portail en aluminium qui comprenait même pas la motorisation. Personnellement, ce portail m'aura pris seulement 3 jours de travail, donc ça vaut largement le coup.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Merci encore à la mine de fer pour la fourniture de l'acier. N'oubliez pas mon code ALADIN10 pour avoir 10% de réduction sur votre première commande. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la couleur. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.